Bien, bonsoir, et merci d'être là et merci à l'IFRI, merci à Thierry pour cette invitation aussi. Alors, j'ai lu attentivement une partie du livre de Thierry et je voudrais qu'on charpente un peu cette conversation autour de trois thèmes qui portent le livre et qui m'ont frappé. Il y en a un que vous retrouverez peu dans le livre, mais qui est dans l'introduction et qui m'a frappé. Je vais vous lire une phrase d'ailleurs qui m'a frappé, non pas par son pessimisme, mais parce que quand au fil des ans, on a écrit régulièrement ce long texte qui précède le Ramsès, et qu'on le fait une fois de plus en encore plus long, et en collectant comme ça ainsi au fil des ans tous ces textes qui ont été écrits, eh bien malgré tout, on sent qu'il s'est passé des choses et on sent qu'on a retrouvé peut-être un peu le sens du tragique. Cette phrase, et c'est le premier thème que je voudrais aborder avec Thierry, c'est ma conviction que la possibilité d'une troisième guerre mondiale doit être prise très au sérieux. Bon, alors quand le fondateur de l'IFRI est dans le métier d'observer tous les ans et de publier le Ramsès dit ça, on prend ça au sérieux. Et il dit, le réflexe à avoir, c'est d'imaginer tout ce qui est possible pour s'opposer à la reproduction du fatalisme d'atmosphère du début du XXe siècle. Partant de là, Thierry, je ne dis pas que c'est pessimiste, mais après tant d'années, après tant de Ramsès, après tant d'observations, on en est là, en 2025. Alors, deux questions. Euh, Au passage, je signale une thèse très intéressante qui est évoquée par Thierry, mais pas, qui ne revient pas toujours dans le livre, qui est, au fond, d'où vient la guerre? Pas simplement de conflits qu'on n'arrive pas à résoudre, mais d'où vient la guerre? La paix chasse l'obsession de la guerre, et la paix, ainsi, peut provoquer la guerre. C'est une réflexion que tu as recueillie auprès d'une historienne, Macmillan, voilà, que j'ai trouvée très intéressante et qui permet aussi de découper l'époque, d'avoir une chronologie un peu différente des siècles. La paix de Vienne jusqu'à 1914, la paix que nous avons connue, nous, Français, disons à partir de 1960, puisqu'on a quand même eu l'Indochine et la guerre d'Algérie, mais de 1960 à nos jours. Alors voilà, je dis, ce n'est pas du pessimisme, c'est peut-être ce que tu appellerais du réalisme, mais quels sont les éléments qui font, outre le fait que la guerre est revenue en Europe, qu'il faut continuer à avoir l'obsession de la guerre? Bien, merci, merci Alain. Alors, on peut commencer par ça, puis je dirais un mot d'ailleurs sur le réalisme, parce que c'est un mot qu'on emploie constamment sans le définir avec suffisamment de précision. Alors, sur le second point, l'idée est la suivante, c'est que la paix, aussi au niveau du système européen, parce qu'on raisonnait surtout au niveau du système européen au 19e siècle, bien sûr, la paix a duré grosso modo depuis 1815. Bon, alors je dis grosso modo parce que, bien entendu, il y a eu beaucoup de guerres, mais c'était des guerres partielles et c'est l'idée que la guerre puisse se transformer en une guerre générale en Europe avait disparu, a disparu après le congrès de Vienne et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, ça induit l'idée qu'il peut y avoir des guerres locales, mais on exclut même de la manière de penser l'idée que ces guerres locales pourraient dégénérer en guerre globale. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 1945. Remarquons que 1945-1925, ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans. La paix de Vienne, on va dire, issue du congrès de Vienne, ça a duré un peu plus, hein, ça a duré presque 100 ans. Mais dans le cas présent, c'est les manières de penser, y compris des experts de la plupart de la manière normale de penser, c'est que la guerre
globale, mondiale, était impossible. D'ailleurs, je ne veux pas trop m'appesantir pour regarder la fluidité de la discussion, mais quand on entend constamment répéter le droit international, tout juger par rapport au respect ou non du droit international, etc., c'est d'une naïveté sublime. On confond d'ailleurs la gouvernance mondiale et le droit. Enfin, ce sont deux idées différentes. La gouvernance, ce sont les règles du jeu concrètes dans le fonctionnement du système international au niveau régional ou global. Le droit, c'est un cadre extrêmement général que on cherche à suivre, surtout quand on est impuissant ou quand on est faible, que les forts ne s'y réfèrent ou en font en fait un instrument de travail, si je puis dire. Voilà. En tout cas, l'idée centrale, c'est en effet que le tragique, l'idée que des guerres locales et limitées puissent, sans même qu'on s'en rende compte au moment où ça se déroule, dégénérer en guerre globale, aujourd'hui guerre mondiale, cette idée-là, il faut la garder en tête. Et ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, c'est-à-dire, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou pour au sens propre, c'est-à-dire qu'on semble s'acheminer, on y reviendra sûrement, vers certaines formes d'arrangement, mais il faudra y revenir pour s'entendre sur ce dont on parle exactement. Cette idée-là est importante, s'il y a des faits, mais de là à exclure encore aujourd'hui qu'il ne puisse pas y avoir de guerre locale, de faits locaux qui dégénèrent en guerre mondiale, je crois que ce serait extrêmement imprudent. Il faut donc absolument garder cela en tête et je crois que nous sommes d'ores et déjà dans une seconde guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a des conflits locaux qui portent en eux un caractère systémique, qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite. Restons un peu dans pas dans la théorie, mais un peu dans l'académie avant de passer à l'actualité, toujours sur ce thème de la guerre. Euh, Idéalisme, réalisme et réel politique. Il y a aussi une réflexion au début de ton livre sur ces trois thèmes. Tu te situes dans l'école réaliste, non pas dans l'école réelle politicienne, ni dans l'école idéaliste. Alors, d'abord, le réalisme, ce n'est pas la réelle politique et ce n'est pas encore moins le cynisme. Bon. La réelle politique, c'est la croyance dans les rapports, dans les purs rapports de force matériels, dans les purs rapports de force matériels. Et le cynisme, c'est ça plus l'immoralité, si vous voulez. Le réalisme, c'est deux choses, je crois. La première, c'est de regarder le monde tel qu'il est, c'est-à-dire de l'observer comme des physiciens ou des scientifiques de la nature observent les parties du monde qui retiennent leur attention. C'est donc d'essayer de s'abstraire au maximum de l'idéologie et de s'abstraire au maximum de ses propres biais. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Mais si on ne sait pas faire ça, on a toutes les chances de se tromper. Alors, le réalisme, c'est aussi à partir d'analyses supposées meilleures, si on garde cette forme d'objectivité, c'est d'essayer de construire ou de proposer des solutions aux questions qui se posent en calculant le mieux possible les conséquences de ces décisions. Ça paraît idiot de dire ça, mais le nombre de décisions qui sont prises, enfin, mon cher Alain, dans nos vies, la tienne de journaliste et la mienne de think tanker, que n'avons-nous vu des décisions prises comme ça, n'importe comment, et qui engagent pour la suite sans qu'il y ait eu la moindre réflexion organisée sur les conséquences de ces décisions. Et dans l'histoire récente, je crois que nous avons beaucoup d'exemples, chère Sylvie. Nous avons l'embarras du choix. Or, il faut, pour analyser une situation, une fois qu'on a analysé une situation, essayer d'étudier les conséquences de ce qu'on va faire, des différentes options possibles. C'est pas simple. D'ailleurs, ça suppose de recueillir un grand nombre d'informations, de se référer aussi à l'histoire. L'histoire, bien sûr, n'apprend rien. Tout est différent. Les situations ne se répètent jamais comme les précédentes. Sauf que si l'histoire ne se répète pas, mesdames et messieurs,
et ça a été observé depuis bien longtemps par des historiens comme d'ailleurs Marc Bloch, dont on parle tant ces derniers temps, les situations sont toujours nouvelles, mais il y a toujours dans les situations, dans le passé, des situations qui ressemblent à ces notions de ressemblance, qui ressemblent à celles qu'on connaît. On sait par exemple qu'une paix imparfaite, une paix qui est basée justement sur les purs rapports de force matériels et qui ne tient pas compte des intérêts fondamentaux de l'adversaire, une telle paix, on peut prédire à l'avance qu'elle ne durera pas. Et ça, c'est un point auquel on a intérêt d'ailleurs à méditer profondément ces jours-ci en particulier. Voilà. Alors, ça, c'est ça le réalisme. Le cynisme, je disais, est le pur rapport de force. C'est-à-dire que dans le réalisme, vous faites des calculs de rapport de force, mais dans ces rapports de force, vous incluez aussi les forces morales et les considérations morales, les considérations éthiques. Simplement, ces forces-là euh, ont sont des forces importantes, mais parmi d'autres. Elles n'ont pas l'exclusivité. Alors que dans l'idéalisme, et malheureusement j'ai vu beaucoup d'idéalisme, nous avons vu beaucoup d'idéalisme depuis un certain nombre d'années, on attribue la place prépondérante à l'idéalisme en rejetant au second ou au troisième rang les forces, on va dire, matérielles. Alors, pour résumer ça, dans la manière dont tu le fais en tant que mathématicien, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le concept de complexité dissout celui de causalité. C'est-à-dire que l'idéalisme, c'est privilégier une cause unique. Le réalisme, c'est de privilégier les rapports de force. Plutôt, la réelle politique, c'est de privilégier les rapports de force. Et je pense que le réalisme, c'est de comprendre qu'il n'y a jamais une seule cause à un phénomène. En ce qui nous intéresse, nous, ici, la paix, la guerre, les bonnes ou les mauvaises relations, les situations conflictuelles ou harmonieuses. Je profite de là pour dire comment un réaliste voit ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis, les Russes et les Ukrainiens, et peut-être les Européens si jamais on a un numéro de téléphone pour les convoquer à la table de négociation. Je vais essayer de répondre à cette question, mais si tu permets, je vais faire un bref commentaire sur la notion de complexité qui m'est très chère. Qu'est-ce que c'est que la complexité? Être un problème est complexe, un problème complexe, c'est pas pareil qu'un problème difficile. Bon. Ceux qui connaissent un peu les mathématiques ou la physique théorique comprendront bien ce que je veux dire. La théorie de la relativité ou la mécanique quantique, c'est difficile, mais ça n'est pas complexe. Et certains problèmes très complexes, comme la forme d'un tas de sable, peuvent être simplifiés parfois d'une manière assez étonnante. Non, le point important dans la complexité, c'est l'impossibilité de représenter complètement un phénomène, de le représenter sous la forme d'un système, par exemple, ou sous la forme d'un modèle suffisamment complet pour permettre de bonnes prévisions, de prévisions suffisamment cernées, si tu veux, un degré de probabilité élevé. C'est un théorème d'impossibilité, la complexité. Par conséquent, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, en 2025, plus de 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, des auteurs peuvent encore gagner de l'argent, pas beaucoup d'ailleurs, en écrivant des livres sur les causes de la Première Guerre mondiale. C'est un sujet inépuisable, mais qui restera inépuisable jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est ça la complexité. L'histoire est complexe par nature. Par conséquent, quand on traite un sujet comme la question de la causalité, on ne peut avoir que des causalités partielles. Et on peut avoir un certain nombre de causalités, parce que quand on parle, par exemple, d'un livre d'histoire classique, pour les gens de notre génération, enfin de la mienne en tout cas, les Malais Isaac, ou des ouvrages de ce genre, qui étaient remarquablement faits d'ailleurs, parler les causes de la Première Guerre mondiale. Oui, si je republiais les Malais Isaac, je dirais les causes partielles. Et les causes sont c'est très important. Par conséquent, personne, et j'arrive à la question que tu as posée, je crois que personne ne peut prétendre détenir la vérité en disant les causes et en établissant des relations de certitude entre ce qu'on appelle les causes et ce qu'on appelle les effets. Ceci d'ailleurs temporise l'analyse sur la réflexion des conséquences des décisions que l'on prend. C'est pour ça, je crois aussi qu'il y a toujours dans ces domaines le rôle de l'intuition.
bon, les grands hommes d'action, comme les grands inventeurs, comme les grands physiciens et tout ce qu'on peut imaginer, sont les grands militaires, les grands généraux. Et Napoléon, ce sont des gens qui ont une intuition et qui peuvent, en une fraction de seconde, voir ce que des calculateurs n'arriveraient pas à obtenir après des heures de calcul. Bon, c'est le cas de Napoléon, d'ailleurs, au sens propre du terme. Voilà. Alors, cela dit, on peut quand même raisonner, hein. C'est pour ça qu'il faut trouver des équilibres dans tout ça. Alors, prenons la situation aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, je ne m'en vante pas, mais j'ai été suffisamment critiqué à l'époque et, euh, et surtout seul. Mais les solutions qui se décident à l'heure actuelle, ce sont celles que j'ai écrites 3 semaines après le début de la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire 3 semaines après le 24 février 2022. C'est-à-dire qu'on aboutira à une partition et ensuite à la nécessité de reconstruire quelque chose qu'on peut appeler un système de sécurité européenne auquel on n'a pas voulu toucher dans les années 90, ou à la fin des années 90, début des années 2000, ça on pourra en discuter tout à l'heure. Alors, ayant dit cela, je crois qu'il faut quand même faire très attention, justement, un peu pour les raisons méthodologiques que je viens de dire. Premièrement, alors j'ai dit aussi d'ailleurs que ça se passerait entre les États-Unis et la Russie. Ça, j'ai écrit tout de suite. Tout le monde m'est tombé dessus, mais c'est pas grave hein, qu'on me tombe dessus. C'est pas grave du tout. Et j'ai les épaules assez larges, même à l'époque. Mais pourquoi est-ce que tout le monde me tombait dessus? Parce que c'est par raisonnement idéologique. Effectivement, c'est pas bien. Vous avez un agresseur, c'est vrai. Et prévoir les frontières sont intangibles. Là, ça commence à traduire une perception un peu légère de l'histoire. Bon, et des raisonnements de ce genre. Alors que le réaliste, il regarde les rapports de force, il réfléchit sur les. Enfin, je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que ça va être. Qu'il va falloir suivre ça de très près? Parce qu'il ne faut pas confondre une armistice ou un armistice et la paix véritable. Et là, il y a donc plusieurs niveaux. Bon. Sur l'armistice, ça peut être plus délicat qu'on ne le croit pour de multiples raisons, mais en particulier parce qu'il y a la question de Koursk. C'est-à-dire que les Ukrainiens, là-dessus, d'ailleurs, ils ont été assez habiles hein, en parvenant à intervenir et à occuper relativement durablement une petite portion du territoire russe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'échange de territoire. Et je vois mal, personnellement, les Russes échanger une partie de leur propre territoire, même si c'est un échange très asymétrique, un peu, si vous voulez, comme les échanges d'otages à Gaza. Si j'ose faire cette comparaison, je vois très mal les Russes faire cela. Bon, à la limite, on peut dire presque que c'est un problème technique, si vous voulez, à l'échelle de la négociation. Bon, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait un armistice sur des lignes sur lesquelles finalement on se met d'accord. Quand je dis on, c'est pour sortir de simple face-à-face qui sera tout de même l'essentiel entre les Russes et les Américains. Et là, on aurait la situation de ce qu'on appelle le scénario coréen. Bon. Mais ce ne serait pas une reconnaissance des territoires occupés. Alors, ensuite, donc ça veut dire qu'après, on entrera dans une deuxième phase qui, elle, sera la phase diplomatique la plus sérieuse et probablement la plus longue, qui sera l'équivalent les germes de la reconstruction de ce qu'on appelle habituellement un système de sécurité européen. Mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, hein. Voilà. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est comme ça que j'envisage les choses, mais toujours en se rappelant que, quels que soient les modèles de renseignement que l'on a, auxquels on se réfère, ce sont des modèles qui ne détiennent pas la totalité de la vérité et qu'il peut donc y avoir toujours des accidents de parcours et que ça, il faut toujours le garder en tête. C'est-à-dire, si je veux complexifier un peu, pour rendre compte de la complexité, c'est on négocie un armistice ou un cessez-le-feu. Si je suis russe, je repars à Moscou et je dis, eh bien, nous gardons le Donbass.
Et si je suis ukrainien, je retourne à Kiev et je dis ce sont des lignes de cessez-le-feu. Ce ne sont pas des frontières. Les frontières, on les déterminera plus tard. Sauf que Poutine, lui, il a fait ratifier par la Douma. C'est le territoire russe. Sur les cartes, c'est russe. Les timbres sont russes. Le droit qui s'applique là-bas est russe. La langue est russe. Et donc, il dira comment il faut toute l'ingéniosité, la diplomatico-juridique, pour arriver à ce que l'un et l'autre reviennent dans sa capitale sans avoir capitulé sur un point clé. Est-ce ligne de cessez-le-feu, c'est la Corée. Ça peut durer longtemps. Zelensky lui-même dit d'ailleurs qu'il se contenterait d'une ligne de cessez-le-feu, évidemment, puisqu'il espère que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dit-il, les relations s'amélioreront avec la Russie, il y aura un autre régime, et là, nous discuterons véritablement des frontières entre nous. Alors, je vais te taquiner parce que tu as commencé en parlant des interlocuteurs dans la négociation. Je croyais que tu faisais référence aux Américains et aux Russes, et puis tu as glissé et tu as parlé des Ukrainiens et des Russes. Je ne pense pas que ce sont les Ukrainiens qui auront la main principale sur le cessez-le-feu. Bon, et un cessez-le-feu, en tout cas quand il adviendra, ce n'est pas justement la reconnaissance, on fige une situation. Mais c'est pour ça que je parlais d'un début d'une autre négociation. Et cette négociation, d'ailleurs, je crois que Poutine lui-même, je n'ai pas eu le temps parce que j'étais en voyage, de regarder tout dans le détail les dernières informations, mais je crois que Poutine a dit très clairement que ce qu'il souhaitait, c'était une paix de long terme. C'est-à-dire, et paix de long terme, si on raccorde ça à tout ce qu'il dit depuis des années, hein, c'est-à-dire depuis même avant la conférence de Munich de 2007, c'est la question sur laquelle on revient inéluctablement, qui est celle de la reconstruction des systèmes de sécurité européens. C'est inévitable. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je disais que la seconde négociation sera beaucoup plus longue que la première. Ça peut prendre des années, des négociations de ce genre. Est-ce que la négociation à ce stade ne sera que bilatérale, russo-américaine? Pas quand on arrivera à la question du système de sécurité européen, donc de l'architecture de sécurité européenne, bien évidemment, les Européens seront associés à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que la question de leur poids, ils seront plus ou moins pesants. Et je vais te dire, pour moi, ce sera l'heure de vérité sur la question de la discussion de ce qu'on appelle la défense européenne. Parce que là, les Européens seront bien obligés de se dévoiler, si j'ose dire. On sortira du baratin sur la défense européenne. Et on verra probablement apparaître que les Européens ont des points de vue très différents les uns des autres. Mais quand on dit les Européens, naturellement, on pense l'Union européenne. Oui, mais pas Mais en seulement. fait, quel serait le format européen? Puisque si on déploie des troupes de surveillance du cessez-le-feu, on ne le fera pas sans les Britanniques. Or, nous n'avons pas créé un groupe de contact européen avec les Britanniques, par exemple, sur la question ukrainienne. On a le sentiment que les Européens débarquent dans cette histoire. Oui, mais d'abord, quand on parle de sécurité européenne, on aura cette première difficulté que, il n'y a pas que l'Union européenne Et il n'y a pas d'institution. absolument, et qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des points de vue très différents. D'ailleurs, la façon de le voir, ça c'est aussi un thème qui m'est cher depuis longtemps, depuis avant même le début de la guerre d'Ukraine, c'est que derrière le voile, derrière les apparences, nous avons au sein des pays, des membres même de la communauté de l'Union européenne, pardon, des préoccupations différentes. Bon, nous avons eu l'occasion de parler tous les deux, le flanc sud de l'Europe. Le flanc sud de l'Europe, et en particulier donc tous les menaces potentielles, les risques en tout cas associés à l'Afrique du Nord ou au Sahel, etc. Ce sont des sujets qui intéressent fort peu les pays de l'Europe du Nord. Bon. Et quand on regarde les discussions, les débats sur la notion, sur le concept de défense européenne, on ne parle que du flanc Est. Et même sur ces questions du flanc Est,
je crois que historiquement, et c'est là que l'histoire aussi est extrêmement utile, les Français, hein, et puis il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, mais les Français, je n'ai jamais vu de long de toute ma vie que les Français étaient particulièrement préoccupés par le risque d'une invasion par la Russie. Et même avant par l'Union soviétique, évidemment vécu très fortement tous les détails. Mais enfin, quand on présente aujourd'hui pour la France le danger russe qui serait plus grand encore que celui qu'il avait été à l'époque soviétique, c'est quand même assez rigolo. Enfin, rigolo. Je ne suis pas sûr que ce soit le mot juste. Bon. Inversement, si j'étais moi ou toi, si nous étions estoniens, lettons ou lituaniens, eh bien, on agirait probablement comme eux et polonais. Et j'ajouterais encore ça, c'est que aujourd'hui, quand je regarde l'Europe, l'Union européenne, sur ces questions, je vois surtout des pays qui défendent furieusement leurs intérêts nationaux et qui cherchent à faire à affirmer leur prépondérance au sein de l'Union européenne prise dans son ensemble. Mais je crois que tout ça, il faut avoir j'allais dire le courage, mais la lucidité, en tout cas, de le dire. C'est pour ça que je crois que nous sommes, toi, moi et beaucoup, la plupart des personnes dans cette salle, attachées à la notion d'une Union européenne qui est indispensable pour que la l'extrémité de la péninsule eurasiatique continue de survivre et de conserver ses grands traits culturels et historiques dans le temps, mais il faut que nous ayons le courage on revient toujours au réalisme, de regarder les choses telles qu'elles sont. Alors, il faut dire qu'on n'est pas aidé dans la mesure où l'Union européenne n'a pas une ADN stratégique, c'est-à-dire que c'est pas dans ses gènes. Dans ses gènes, c'est de rayonner par l'exemple que nous donnons, c'est-à-dire le droit, la norme dans les relations entre États. Et naturellement, de moins en moins, le monde que nous connaissons aujourd'hui ressemble de moins en moins à ce monde-là. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut rayer de la carte la possibilité que nous existions un jour en tant qu'Européens sur le plan stratégique? Je ne sais pas, mais moi je partage le même scepticisme. Et pour faire une petite parenthèse sur l'Europe, et après j'en reviendrai à mon fil, mais une petite parenthèse sur l'Europe, je crains de partager totalement ton pessimisme sur l'agrandissement de l'Union européenne, c'est-à-dire au moment où nous aurions besoin d'un investissement prioritaire en matière de technologie, d'économie, voire de tentatives de créer une industrie, une base industrielle, pas forcément commune, mais une base industrielle d'armement européenne. On va investir dans les 5 à 10 ans qui viennent énormément d'énergie politique et même budgétaire dans Et de l'argent qu'on n'a pas. oui, dans un agrandissement qui paraît pas vraiment à l'ordre du jour. Ça, ce sont tes pages sur l'Europe qui sont plus rapides que le reste d'ailleurs, parce que tu es très extraordinairement pessimiste sur l'évolution possible de l'Union européenne en pointant ça. Une débauche d'énergie, ça passera très compliqué, avec des étapes intermédiaires, à nouveau des discussions théologiques sur la réforme des institutions, en oubliant non plus, sans oublier qu'il faudra la plupart du temps par référendum approuver tout ça dans chacun des pays membres. Et donc là, tu es très pessimiste. Alors, je suis pessimiste, mais avec une intention positive. C'est-à-dire que ce pessimisme se rattache toujours à la notion de réalisme. C'est-à-dire que je crois que, au prix d'efforts beaucoup plus considérables que ce que l'on croit, on peut arriver, si on est lucide, on peut arriver à envisager des solutions. Moi, je pense parfois à une phrase quelque part de Bernanos, c'est dans une perspective chrétienne, évidemment, mais il parle aussi un peu comme Peggy dans son fameux dans sa deuxième porte, de la foi, l'espérance et la charité. Et en gros, il dit la foi, c'est facile, enfin, la, la, la charité, c'est facile. Le plus dur, c'est l'espérance. Bon. Et c'est l'espérance, il explique dans une phrase absolument magnifique d'ailleurs, que l'espérance, c'est une victoire à l'arracher sur l'âme. C'est-à-dire que vraiment, l'espérance, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Bon.
Eh bien, je crois que nous devons aborder cette question de la construction européenne future avec ce regard sur l'espérance. Il faut essayer de trouver l'espérance tout en sachant que c'est extrêmement difficile. Alors, après cette percée chez Bernanos, je vais illustrer ce qu'on vient de dire, ce que tu viens de dire, par quelque chose de très simple. Moi, je crois que ça a commencé à déraper déjà après le premier élargissement consécutif à la chute de l'Union soviétique. On est allé beaucoup trop vite sans prendre suffisamment de précautions et on le paye de multiples manières. Mais je vais illustrer ça concrètement par un seul exemple. C'est l'euro. Bon, si le génie politique, et là je pense que Mitterrand d'un côté et Kohl sur ce point, sur cette question précise, ont été de très grands hommes d'État, parce qu'ils ont fait ce qui était jugé impossible par nombre d'économistes, et pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Sur le fait qu'une monnaie unique allait forcément entraîner tôt ou tard des incompatibilités qui conduiraient à sa ruine. Bon, on pourrait passer longuement en revue des grands économistes américains qui ont développé cette thèse, comme Martin Feldstein, par exemple, est celui qui me vient le plus immédiatement en tête. Bien. Pourquoi est-ce que ça a marché? C'est ça que nos amis américains ne comprenaient pas. C'est parce qu'il y avait la volonté politique, justement, de la construction européenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé, c'est que, après de multiples avatars, la question de la réunification allemande qui a permis à la France d'avoir un paravent pour relâcher elle-même ses déficits, ses, oui, son déficit budgétaire et disons euh, sa légèreté vis-à-vis des critères de Maastricht, ben, il se trouve que quand même les Allemands ont fini par se redresser, ce qui a valu à Schröder, bien sûr, sa réélection. Mais nous avons continué dans la fuite en avant et nous nous trouvons aujourd'hui dans la situation que l'on connaît. Bien. Maintenant, dans la situation dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui, où les convictions allemandes ont beaucoup évolué par rapport à la construction européenne elle-même, hein, je parle malgré les apparences à court terme, etc., etc., je crois que l'euro est potentiellement en péril. L'euro est potentiellement en péril parce que si la France et d'autres pays, mais je pense surtout à la France ici, ne fait pas les réformes économiques, de plus en plus dures d'ailleurs à mesure que le temps passe, qui permettront de donner à l'économie française les moyens de se comporter selon les règles euh, au sein de la zone euro, eh bien, un jour, viendra où le ciment politique qui avait permis cette construction et qui avait permis la réussite pendant un certain nombre d'années se décomposera complètement. Donc, je crois que le test de l'euro, de l'avenir de l'euro, va être un test absolument majeur. Pour dire les choses autrement, je crois que les pays du Nord auront tôt ou tard, en auront assez du comportement des pays cigales. Et ce sera un test, mais on peut en envisager bien d'autres. Oui, à un moment où, sur les bons du Trésor français, en euros, on en est à 3,7% de taux d'intérêt et sans que personne en France ni au journal télévisé ne nous explique que c'est le contribuable qui paye, naturellement, et que c'est autant d'investissements publics dans l'avenir en moins. C'est ça aussi la mécanique de la dette. Je vais changer un peu de sujet, mais pas tellement, puisqu'après tout, on parle de l'Union européenne et donc de cette espèce de modèle assez unique et assez admirable d'ailleurs au monde qui est cette volonté, parce que nous avons des intérêts communs, cette volonté de régler nos différends pacifiquement. Alors c'est jamais très sexy, c'est jamais laborieux, c'est toujours à 4 heures du matin, etc. Mais enfin, il y a une sorte comme ça de communauté des nations qui est un mini-empire juridique et dont on oublie aussi le côté admirable.
La notion d'empire. Pourquoi je l'emploie? Parce que c'est un des thèmes qui aussi, non pas structure le livre, mais revient de manière assez récurrente dans le récit sur l'actualité de ce demi-siècle passé. Enfin, de ces 45 dernières années, je crois que le premier Ramsès devait dater au début des 80, années 80. 80, Voilà, 80. Donc 81. pratiquement près d'un. Voilà. Et donc, il y a aussi ce thème-là. Mais ce thème, euh, étudié par un, j'ai pas de mot français pour dire, un chercheur de think tank, de centre d'études, donc je vais dire un think tanker, bon, c'est pas très joli. Alors, moi, mon métier, c'est de raconter l'actualité au bout de jour, ou ce que nous définissons comme l'actualité au jour le jour. C'est vraiment du pifomètre, hein, c'est comme ça. On dit que l'actualité, c'est ça. Ah bon, c'est ça l'actualité. Donc, ce morceau-là d'actualité, on va essayer de le raconter à notre façon. Et puis, il y a les historiens qui vont travailler sur un temps complètement différent. Euh, et justement, souvent, quelquefois, être capable de recomposer les puzzles qu'une réalité complexe a constitués à un moment ou à un autre. Et puis, il y a les think tankers. Alors, eux, ils travaillent dans un temps un peu différent, mais de cette différence naît cette idée qu'au fond, on ne fait jamais assez attention à la manière dont s'effondrent les empires. Et qu'au fond, on croit que l'Empire s'est effondré. Alors c'est très bien, l'Empire ottoman s'effondre, les Européens se partagent les restes, et on part sur une autre situation. Et l'idée de Thierry, c'est que ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'il y a une répercussion dans le long terme, sans qu'on puisse s'en rendre compte, et sans même qu'on attribue ça au phénomène du démembrement d'un empire. Et c'est valable pour l'Empire ottoman, mais c'est surtout valable pour ce qui nous intéresse le plus, nous, en Europe, c'est la fin du communisme, la fin de l'Empire communiste, la fin de l'Union soviétique. Et Thierry dit, au fond, le plus important, ou en tout cas aussi important, et avec des répercussions à moyen ou long terme que nous vivons en ce moment, c'est pas simplement la fin du communisme. C'était important en soi, mais après, il y a la fin de l'Empire russe. Et la fin de l'Empire russe, on n'a pas fini d'en vivre les ondes plus ou moins dérangeantes. Merci, oui, Alain. Alors ça, c'est. Alors d'abord, la question de l'empire, en fait, m'intéresse depuis très très longtemps, depuis l'époque de mes débuts dans ces domaines internationaux, c'est-à-dire un peu plus de 50 ans. Et en fait, la première remarque que je n'ai pas suffisamment développée là dans ce livre, mais je reviendrai à un moment ou à un autre, c'est qu'on emploie le même mot pour des réalités extrêmement différentes. Bon, les empires qui se sont... D'abord, le XXe siècle est une histoire de chute d'empire. Bon, chute d'empire, après la Première Guerre mondiale, les empires centraux, l'Empire ottoman, et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, les empires coloniaux. Bon, et il n'en restait plus qu'un seul empire, qui était l'Empire russe. Et effectivement, dès le tournant des années, à la fin des années 80, début 90, j'explique ça tout de suite, cet ensemble-là. La chute de l'Union soviétique, c'est deux effondrements pour le prix d'un, si je puis dire, hein. C'est l'effondrement du communisme, et comme tu viens de le dire, c'est peut-être ce qu'il y a de moins important, paradoxalement, et l'effondrement de l'Empire russe. Mais l'Empire russe, c'est pas du tout pareil que l'empire colonial, l'Algérie par rapport à la France, etc. Ce sont des constructions territoriales beaucoup plus étendues dans le temps et beaucoup moins tranché, beaucoup plus interpénétré que les systèmes coloniaux comme l'Empire français, qu'il s'agisse de ce qu'on appelait l'Indochine autrefois ou les pays du Maghreb. Donc je crois qu'il faut déjà faire extrêmement attention parce que si on transpose par exemple, pour comprendre l'Ukraine, si on transpose la vision qu'on peut avoir de l'Algérie, je crois qu'on commet une erreur monumentale. De l'intérêt également d'être précis quand on essaye d'appliquer des méthodes réalistes. Alors effectivement, la chute de l'Empire russe, ce qu'il y a de très frappant, et ce qui m'a frappé tout de suite, je dois le dire, c'est que ça s'est passé très doucement,
Bon, bien sûr, il y a eu des quelques centaines de morts ici ou là. Géorgie, un peu, En à Géorgie, Tbilissi, mais oui. même la première, il se trouve qu'avec, je ne sais pas si elle est là, Tatiana Castueva Jean, je ne sais pas, elle est là, Tatiana. Là, nous sommes allés l'an dernier au Kazakhstan. Et on a Alma-Ata ou Almaty, on a vu physiquement les lieux où sont posés les premiers mouvements en réalité de 1986, hein, qui étaient. Mais enfin, quand on regarde ce que c'est que le mouvement de 86, c'était quand même pas la fin du monde, hein, pour dire les choses sous cette forme. Bien. Donc ça a commencé très doucement. Mais, et là, c'est là où on peut faire des prévisions en histoire avec des situations non pas qui se répètent, mais qui se ressemblent, comme j'essayais de le dire au début. Il était évident, en tout cas pour quelqu'un comme moi, qu'on était au début d'un phénomène qui allait s'étendre sur des décennies et qui était, bon, qu'est-ce qui va se passer de cet empire? Bon, l'Ukraine était immédiatement identifiable, bien entendu, mais il y avait plus que ça, parce que la chute de l'Empire russe a réactivé toute une série de conflits plus ou moins gelés, ou de situations plus ou moins gelées, et en particulier, naturellement, en Europe, et en Europe centrale, en Europe du Nord, etc. Et, etc., etc. Voilà. Alors oui, et ça n'est pas fini. Et ça n'est pas fini. C'est-à-dire que même si l'on arrive à certains arrangements pour conclure la guerre d'Ukraine, ça va continuer à bouger. Et ça va continuer à bouger pendant très longtemps. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie que l'on s'occupe de la sécurité européenne et qu'on ne se contente pas de répéter constamment, comme des perroquets, que la seule chose qui compte, c'est le droit international ou les accords d'Helsinki qui ont été conçus et négociés dans un contexte totalement différent. L'Arms Control, qui avait joué un rôle considérable et qui a été complètement dissous au fil des ans pour toutes les raisons que l'on connaît. Voilà, oui, la chute d'un empire, c'est quelque chose de littéralement colossal. Justement, on va en parler. C'est le troisième thème que j'ai retenu du livre de Thierry. Alors, c'est une prise de position et prudente au début et de plus en plus affirmée à la fin. Alors, cette prise de position, c'est qu'au fond, si on revient aux illusions que nous avons entretenues les uns et les autres, peut-être les Russes aussi d'ailleurs, au moment de la chute du mur, et puis en 1991, au moment de la dissolution de l'Union soviétique, qui s'est passé sans trop de casse, on a entretenu beaucoup d'illusions sur ce à quoi allait ressembler le monde. Et si on compare les illusions de cette époque à la situation d'aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas être ni pessimiste, ni particulièrement fier, en tout cas si on est un des décideurs politiques, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Et cette incapacité à traduire, au moins en Europe, euh, tout ce qu'on aurait dû et tout ce qu'on aurait pu et dû espérer d'une nouvelle relation avec la Russie. Quelles sont les causalités multiples de cette incapacité que nous avons eue, côté russe et côté occidental, euh, de, ne, de, ne, pas traduire, au fond, de manière positive, ce qui s'était passé à la fin de l'affrontement soviéto-occidental. Je parle du point de vue très européen, mais naturellement, les États-Unis je pense aussi aux États-Unis. À la fin de sa réflexion sur toutes ces années, Thierry a une phrase qui est, je crois que je cite à peu près bien. En tant qu'ancien agencier, je suis habitué à mémoriser les phrases qui vont me servir à structurer une dépêche. Au fond, dit-il, ou écrit-il, au fond, alors qu'il est beaucoup plus prudent au début, mais au fond, je crois que cet échec nous est dû. Il est dû à cette espèce de manière qu'on a eue de missionnarisme démocratique, de prosélytisme moralo-juridique démocratique et d'imposer notre martingale
comme étant systématiquement la martingale gagnante pour tous les peuples. Alors, on dit économie de marché, libre-échange, plus libéralisation politique, plus ou moins rapide, il n'y a pas de modèle vraiment, égale paix entre les nations. Et donc, nous avons voulu, au fond, imposer notre martingale. Elle nous avait réussi, particulièrement si on habite l'Europe de l'Ouest, mais l'Europe de l'Ouest, c'est une fin de terre, l'Europe de l'Ouest à l'échelle du monde. Ça nous a réussi. Et au fond, notre insistance à vouloir imposer notre martingale, pas forcément par la force d'ailleurs, pas forcément même dans les décisions politiques, mais imposer cette ère du temps, eh bien, c'était une erreur colossale. Alors moi, là-dessus, j'ai un peu indifférent avec Thierry. Je le dis pas du tout de manière péremptoire. J'ai des doutes. Et des matins, je me lève, je dis, ah, tiens, je pense que de Montbrial a raison. L'autre matin, je me lève, je dis, non, on ne peut pas dire ça. Voilà. Mais lui aussi, parce que c'est très progressif. Il arrive à cette conclusion de manière très progressive. Moi, je vous dis d'où je parle. C'est-à-dire que je parle d'un point de vue américain. J'ai vécu ces années-là, 1990, 1994, 1991, 1995, je ne sais plus exactement, en tant que correspondant aux États-Unis. Et j'ai donc accompagné le président Bush père en Russie. J'ai accompagné en Ukraine. Après, j'ai accompagné Bill Clinton. Après, j'ai lu les mémoires de l'homme qui était chargé de la politique russe. J'ai lu les mémoires de James Carter, le secrétaire d'État, de Brent Scowcroft et du père Bush. Et j'ai le sentiment, dans ces années-là, que de 1991 à 1994, après, je m'alignerai sur Thierry, à partir de la manière dont les États-Unis répondent aux attentats de 2001, me paraît être rentré dans la pathologie idéologique que décrit Thierry dans son livre. Mais pas avant. Avant, j'ai eu le sentiment, au contraire, d'une manière très précautionneuse et prudente et soucieuse de la Russie, et soucieuse de son ego, de sa psychologie collective de la part des Américains, la plupart du temps, sauf à un ou deux moments de la guerre des Balkans. Et ça, j'ai pas mal d'exemples avec moi. Lorsque Bush perd en août 2000, en août 1991, de retour de Moscou, s'arrête à Kiev et dit aux nationalistes ukrainiens, attention, n'allez pas trop vite, allez doucement, attention, pas de Big Bang politique. Il revient chez lui à Washington. Tout le monde l'attaque. Les missionnaires politiques, les néoconservateurs l'attaquent. Et on appelle le discours de Kiev, quand si vous parlez avec des journalistes ou des diplomates américains, chicken speech, un discours de poule mouillée. Il fallait défendre les nationalistes ukrainiens. Ce n'est pas du tout l'ambiance qu'il y avait ni au Conseil national de sécurité de Scowcroft, ni chez James Baker, et ni chez Bush père. Ensuite, Bill Clinton. Il faut lire aussi les mémoires de Strobe Talbot, qui était l'homme de la Russie chez Bill Clinton. Et il cite Clinton dans l'avion, ce que Clinton lui dit dans l'avion. Et Clinton est extrêmement soucieux de ne pas heurter justement ce qui, dans l'ADN de la Russie impériale, bien sûr, pouvait choquer les Russes. Et il dit d'ailleurs, on leur demande toujours de nous dire oui, dit Clinton, il faudrait qu'on trouve un plein de sujets sur lesquels il faut qu'ils nous disent non pour qu'ils continuent à s'affirmer. Mais regardez, on accepte la Russie dans le G7. La Russie co-préside la conférence de Madrid sur le Moyen-Orient. Elle préside la conférence sur la Bosnie, avant les accords de Dayton, etc. Euh, la communauté internationale, enfin financière, sauve le rouble, etc. Et je pourrais vous citer d'autres exemples. Et quand il se pose la question, quand les pays, quand la Pologne, la Tchécoslovaquie à l'époque et la Hongrie viennent à la Maison Blanche, en fait, ils viennent ensemble. Havel, Wałęsa et je ne me souviens plus du nom du Hongrois, de toute façon, je n'arriverai pas à le prononcer. Mais ils sont dans le bureau de la Maison Blanche. C'est très bien raconté par Baker. Euh, et, euh, et Clinton leur dit non, écoutez, l'OTAN, c'est une mauvaise idée. En plus, le Pentagone n'en veut pas.
c'est une dissolution des forces, etc. C'est pas une très bonne idée. Il faut qu'on trouve autre chose. Et eux insistent. Autrement dit, ce n'est pas nous, occidentaux, qui voulons étendre l'architecture euro-atlantique de sécurité. C'est eux qui considèrent que leur adhésion, leur retour dans l'Occident qu'on leur avait kidnappé, passait par les communautés européennes et par l'OTAN. Et l'Amérique est réticente. L'Amérique est réticente. Et c'est là que Clinton a cette idée d'un partenariat pour la paix qui n'aboutira pas, mais comme le dit d'ailleurs, comme tu le dis, largement de la faute des Russes, qui n'avaient rien à mettre sur la table. Pas plus Gorbatchev que Yeltsin. Donc voilà, tout ça, je ne vais pas continuer là-dessus, mais tout ça, je pense que je partage ton opinion qu'il y a eu un effet pervers et probablement déstabilisateur, pour le coup, du missionnarisme démocratique américain, mais aussi européen, de l'atmosphère, de l'ère du temps idéologique aussi. Mais je ne le ferai pas partir du début. Alors, quand même, tu m'as dit en privé que tu avais lu récemment Oui, un, je voulais un dire. article de Schmemann, que certains d'entre eux connaissent bien, qui était, tu as dit, montbrialien, et qui t'a ébranlé un peu. Alors, je crois. Je vais vous dire, il y a, la semaine dernière, il y avait l'ancien correspondant du chef de bureau du New York Times à Moscou, dans ces années-là, Serge Schmemann, excellent journaliste d'ailleurs, raconte une histoire parce que les archives sont accessibles. À cette époque-là, à l'époque dont parle Thierry, très exactement en 1994, il y a un grand débat à l'ambassade américaine à Moscou. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et le chef des analystes politiques, dont j'ai oublié le nom, mais le nom est dans l'article, et je crois que c'est quelqu'un qui vit toujours, polyglotte, qui parle français d'ailleurs, il est né à Paris, et dit, c'est absurde ce qu'on est en train de faire. On parle de politique économique, mais bon, c'est valable aussi pour le reste. Mais on est en train de leur imposer un truc, là, le Big Bang, et ça ne peut aboutir qu'à un désastre. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est pas parce que nous, Américains, concevons la macroéconomie comme ça, avec l'indépendance de la Banque centrale, etc., qu'il faut imposer ça aux Russes. Ça n'a aucun sens. Et il écrit un télégramme gigantesque. On appelle aujourd'hui le deuxième long télégramme, le premier étant celui de 1946 de Kennan. Il écrit un long télégramme. Se pose la question de savoir, mais qui le signe? Dans la tradition, je crois aux États-Unis, c'est que l'ambassadeur signe tous les télégrammes, même s'il y a les initiales du diplomate qui l'a rédigé. Mais enfin. Et l'ambassadeur dit non, moi je ne signe pas ça. Moi j'ai des copains au Trésor et ils pensent que non, il faut faire le Big Bang. Et d'ailleurs, Chubais, le ministre de l'économie, et puis l'autre nom m'échappe, Gaïdar, pense aussi qu'il faut faire le Big Bang. Et mais au sein des Russes, il y avait une discussion. Il y avait une grande discussion au sein des Russes. Il ne faut quand même pas priver non plus les élites russes de leur libre arbitre dans cette histoire-là. Elles portent une lourde responsabilité. Et donc, il y a aux États-Unis, depuis la guerre du Vietnam, si vous êtes un télégramme dissident, comme une opinion politique minoritaire à la Cour suprême aux États-Unis, si votre télégramme n'est pas partagé par l'ambassadeur, si l'ambassadeur n'est pas d'accord, il va dans une il y a un canal où on met les télégrammes dissidents. Depuis la guerre du Vietnam, ça a été ouvert. Donc on peut écrire un télégramme dissident. Je pense que mon ambassade se trompe. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, etc. Et donc, et ce télégramme-là, donc, était, je disais à Thierry, c'était un télégramme très montbrialien parce qu'il pensait aussi qu'on leur imposait une martingale en politique économique qui n'avait aucun sens. Alors, je crois que le second télégramme, le long télégramme, est la réponse à la question. Alors, je dois préciser pour nos amis que Alain doit partir dans quelques minutes pour des raisons sérieuses. Et donc, si vous le voulez bien, nous terminerons entre nous. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'essaierai de répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Mais donc, quelques mots juste sur cette affaire-là. On n'est pas en désaccord. Je n'ai jamais écrit ou pensé
Parfois, on peut écrire sans penser, ou surtout penser sans écrire. Enfin bon, on peut voir. Mais je n'ai jamais pensé qu'il y avait une politique américaine après la chute de l'Union soviétique avait été une obsession construite d'une politique d'invasion, d'annexion à la limite, ou de faire rentrer les Russes dans l'Empire américain. Je n'ai jamais pensé ça. C'était beaucoup plus, en effet, pour reprendre le vocabulaire un peu à la mode, une question d'atmosphère. Et que, on va dire, le capitalisme américain a très spontanément, je veux dire, parce que c'est la nature des choses, pensé que le territoire russe était à conquérir sur le plan économique. Et on comprend très bien pourquoi et comment. Et tous les gens que tu as cités, les Gaïdar, Chubais, que j'ai bien connu, d'ailleurs, qui n'était pas, je crois je suis pas sûr qu'il était ministre, il s'occupait de l'énergie surtout. Mais enfin, peu importe, il y avait un certain nombre de personnes comme ça qui étaient eux-mêmes hein, un peu convertis à cette idée. Il se trouve simplement que, et que la Russie était absolument exsangue et par sa propre faute. Et je n'ai jamais pensé que les Occidentaux étaient responsables de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais par contre, j'ai pensé qu'ils ont signé n'importe quoi, parce qu'ils étaient dans un tel état d'effondrement et dans un tel état du coup de dépendance pour quand on pense à ce que ça peut été, par exemple, simplement le rapatriement des centaines de milliers de soldats de l'Est. Enfin, c'était absolument cauchemardesque. Bon, moi, c'est l'époque où j'ai le plus voyagé dans la Russie et je m'en souviens physiquement. Bon, donc je pense que tout ce contexte a été une sorte de réalité plus économico-sociale, on va dire, qu'une volonté d'expansion de type impérial. Et en effet, le relais a pris, à la fin, par exemple, des années 90, tu dis que c'est à peu près le moment où on commence à être d'accord, à la fin des années 90, alors même que Yeltsin était toujours là, on commençait à parler de la nécessité d'une nouvelle architecture européenne. C'est vers ce moment-là que le thème a commencé à apparaître. Mais cela dit, et je vais laisser filer après, cela dit, il y a ce que j'appelle l'équation de Fukuyama. Bon, l'équation de Fukuyama, je présente ça comme une réaction chimique. Vous savez, c'est démocratie plus économie de marché entraîne paix plus prospérité. Et ça fonctionne dans les deux sens. Certains ici se souviennent de la notion d'équation chimique réversible. Bon, quand on analyse rigoureusement les quatre termes de cette équation, on s'aperçoit qu'aucun des quatre n'est défini avec précision et que si véritablement la paix si la démocratie et l'économie de marché existent, eh bien, à ce moment-là, ça devient presque une tautologie. Bon, le problème, c'est comment on en arrive le problème, c'est comment arrive-t-on à l'économie de marché, comment arrive-t-on à la démocratie? Et d'ailleurs, quelle démocratie? Parce que la démocratie, c'est un thème philosophique sur lequel on peut écrire dans tous les sens, mais il y a beaucoup de modalités différentes de la démocratie sur cette planète. Voilà. Mais progressivement, c'est devenu dans les faits et progressivement, effectivement, comme le moteur, l'inspiration politique, particulièrement aux États-Unis et surtout en Europe, je dois dire, comme après 2001, mais un petit peu avant, enfin, c'est évidemment très lié à la mondialisation, tout ça, et donc la technologie, etc. C'est devenu une formulation comme si toute la politique internationale devait se réduire à ça. Notons d'ailleurs aussi, je vois Christine Dessouche qui souriait tout à l'heure, que les reproches que je nous adresse, ça vaut aussi pour les pays du Sud parce que, et en Afrique et ailleurs, parce que c'est bien ce qu'on nous reproche en permanence. Alors, sur ce thème, je dirais simplement une chose, enfin on pourrait continuer, mais je veux te laisser partir, c'est que je crois à l'exemplarité. Je veux dire par là que prêcher, dans quelque domaine que ce soit, ça n'a d'efficacité que si celui qui prêche est crédible. Bon. Si je vois quelqu'un qui m'impressionne
parce il est vrai, un être vrai, c'est-à-dire dont le comportement est cohérent avec ses paroles, eh bien, pour être et réfléchir et essayer d'en tirer quelques leçons pour moi, je n'ai pas besoin que cette personne multiplie les paroles. Simplement l'observer, le regarder me suffit. Bon. Les gens qui multiplient les bonnes paroles et dont les comportements sont manifestement contraires à ce qu'ils disent, eh bien, ça ne me convainc pas. C'est comme les gens qui prêchent l'amour en pratiquant la haine. Bon. Et je pense que on peut transposer ce genre de considération aux relations internationales. Si nous voulons convaincre véritablement d'autres pays des valeurs de la démocratie, par exemple, eh bien, commençons par mettre en état de faire que nos démocraties soient exemplaires et en particulier efficaces. Efficaces voulant dire capacité. Pour moi, efficacité, ça veut dire quelque chose de très... En économie, ça veut dire quelque chose de très précis, mais plus généralement, l'efficacité, ça veut dire, un, la capacité de bien identifier les problèmes qui se posent à un moment donné à la collectivité. Bon, ce qui renvoie au réalisme, c'est-à-dire la capacité d'analyser, de comprendre ce qui se passe. Deux, la capacité d'identifier les bonnes solutions. Trois, la capacité de les mettre en œuvre. Voilà. Or, sur chacun de ces trois plans, si on regarde par exemple le cas de notre pays, nous devrions faire preuve d'humilité. Voyez, et c'est vrai plus généralement au niveau de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement. Voilà. Mais je me garderai bien de prêcher, et moi je continue de voyager beaucoup, un peu partout, et je me garde bien où que j'aille de prêcher. Par contre, j'écoute beaucoup pour essayer de comprendre ce que les gens ont à dire. Voilà, donc je pense, très cher Alain, qu'il suffirait de pas grand-chose pour que nous arrivions à nous entendre sur une formulation commune. Et donc maintenant, je crois que, sauf tu veux dire un dernier mot, c'est le moment, mais je voudrais déjà te remercier beaucoup pour cette discussion entre nous deux. Voilà, bon, qu'il n'est pas terminé, Non, 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 naturellement. non, non. J'ai encore quelques arguments en poche, mais voilà. Voilà. Mais non, Mais merci voilà, c'est moi, Thierry, et hein. merci Ali Free, en tout Merci cas. et à Voilà. bientôt. Et là, ce que je vous propose, et là, d'ailleurs, je vous dis tout de suite parce qu'il faut bien que je sois un peu, que je songe un peu à mes intérêts. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui le souhaiteriez, on fera une signature après en passant, je crois, par ici, hein. Là, comme ça, vous n'attraperez pas froid au passage. Mais enfin, je m'empresse de vous dire que ce n'est pas une obligation, et c'est d'autant moins une obligation que je suis réaliste et que je n'ai pas les moyens de vous imposer ce geste. Vous voyez, j'illustre immédiatement le principe, mon principe de réalité. Voilà, donc maintenant je suis à votre disposition. Donc on vient d'avoir cette discussion avec Alain Frachon. Alors, Jean Garbois. Ah oui, le micro arrive. J'ai été très frappé par ta phrase concernant l'euro L'euro. et par le risque de la disparition ou de l'effondrement de l'euro. Ça me ramène à un grand nombre d'années en arrière. À Davos, j'avais eu avec Milton Friedman une discussion au cours de laquelle il me disait, vous rigolez, votre euro, ça ne tiendra pas longtemps. Évidemment, il pensait au dollar et il imaginait que les fondamentaux étaient loin d'être les mêmes. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que cet euro est menacé? En dehors de tout ce que tu nous as dit et que nous avons tous écouté avec grand intérêt, comment peut-on discuter de la disparition de l'euro qui sera une catastrophe pour bien des pays? Eh bien, je l'ai dit un peu au passage, mais je ne peut-être pas suffisamment explicité. L'euro, la réponse à Milton Friedman, à Martin Feldstein et bien d'autres, c'était qu'il y avait une volonté politique de faire quelque chose qui, sur le plan économique, était autrement aberrant. Parce que comme les économistes le savent bien, les conditions de réalisation d'une monnaie unique
peuvent être identifiées d'une manière très précise, elles l'ont été, ça a même valu un prix Nobel à Mundell, par exemple, et ces conditions ne peuvent être réunies que par le respect de contraintes extrêmement précises, en gros, qui correspondent aux critères de Maastricht, et de fil en aiguille, en fait, par la mise en place d'une sorte de gouvernement économique à l'échelle de l'Union. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on discute aussi beaucoup aujourd'hui de l'union bancaire et tout sujet que tu connais mieux que quiconque. Bon. Donc, la question, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique était extrêmement forte après la chute du mur, parce que, et à l'époque, n'oublions pas qu'il y avait deux pays clairement dominants en Europe, dans l'Europe au sens communauté européenne, qui étaient l'Allemagne et la France. Là, c'était clair, il y avait deux leaders, et donc la question de l'entente entre la France et l'Allemagne commandait tout le reste. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a pas mal parlé avec Alain Frachon de la question d'un élargissement précipité et excessif, trop rapide de l'Union européenne elle-même, ce qui est devenu l'Union européenne avec le traité de Maastricht, mais c'est le traité de Maastricht qui a été effectivement la construction, le central politique qui a permis la survie même de cette communauté devenue Union européenne. Ce que je dis, c'est que toutes ces conditions-là sont en train de s'effriter. Sont en train de s'effriter. Euh, la, les disciplines de Maastricht sont parties à volo, et elles sont parties au début parce que l'Allemagne avait un problème son propre problème, la réunification allemande. Et je dois dire que j'ai une admiration énorme pour ce qu'ont fait les Allemands. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont fait même tellement bien que ils sont retombés sur leurs pattes en se remettant à respecter les critères de Maastricht. Hein. Et j'ai rappelé au passage que Schröder a perdu les élections. Il n'a pas été réélu à cause de ça, mais il n'empêche qu'il a réussi son coup. Et de ce point de vue-là, l'histoire lui rendra hommage. Mais la France, évidemment, a continué sur ce qui n'est pas l'excuse en plus de la réunification de la France, puisque le problème de l'Alsace-Lorraine avait été réglé avant. Eh bien, la France a continué dans ces dérives dans lesquelles, qui n'ont cessé d'ailleurs depuis. Bon. Et la question se repose par conséquent des pays, des pays, des fourmis et des cigales. Si vous voulez. Et aujourd'hui, dans l'état d'étirement de ce qu'est devenu l'Union européenne, où il n'y a plus de leader clair, ce n'est plus la France et l'Allemagne continuent d'être des pays essentiels, mais ne peuvent plus, même en s'entendant parfaitement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce que si on regarde la réalité des rapports franco-allemands, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Je crois que je ne suis pas le seul, derrière les discours officiels, etc., je vois beaucoup de scepticisme en Allemagne même sur l'avenir de l'Union européenne. Beaucoup de scepticisme en Allemagne même sur l'avenir de l'Union européenne. Et je pense que s'il n'y a pas, pour employer un mot simple, de sursaut pour remettre l'Union européenne dans son ensemble sur des bases solides, ce qui suppose de tout remettre à plat, y compris les processus de décision, eh bien, on risque de se trouver à un moment où les pays sérieux économiquement, parce que je ne doute pas que les Allemands retomberont sur leurs pattes sur le plan économique, ça va être dur, mais ils le feront. Et ils le feront. Ils seront d'ailleurs les premiers, le jour venu, à renouer avec la Russie, soit dit au passage. Bon, c'est dans la logique des choses sur le plan historique. Mais si les pays du Sud n'ont pas fait un travail équivalent, eh bien, il y aura un éclatement. Et à ce moment-là, je pense que l'euro, d'ailleurs, pourra rester, mais ce sera une monnaie du Nord et pas une monnaie du Sud. Encore une fois, je ne vous dis pas ça pour faire peur ni quoi que ce soit. Je dis, c'est toujours la même méthode. Je dis, si nous ne prenons pas conscience du sérieux du problème, de fait que ce genre de choses peut arriver, eh bien, ça arrivera. La façon pour que ça n'arrive pas,
c'est qu'on en prenne conscience et qu'on prenne enfin à bras le corps les problèmes, et là, je tombe sur l'économie, hein, les problèmes économiques fondamentaux qui se posent à un certain nombre de pays, à commencer par la France. Et là aussi, je reviens sur les processus de décision. Alors, je prends un autre exemple, c'est la politique commerciale commune. On a décidé de faire des questions commerciales une compétence communautaire. Bien. Mais si on regarde les conditions dans lesquelles on a fait ça, on l'a fait en partant de l'idée que l'OMC était éternel, en quelque sorte. C'est-à-dire que le commerce devenait un domaine autonome et que plus personne n'oserait utiliser le commerce comme une arme politique parmi d'autres. Bon, là aussi, pour quiconque a un peu le souci de long terme, c'était fort imprudent, pour dire le moins. Et aujourd'hui, eh bien, avec Trump, mais si ça n'avait pas été Trump, ça aurait pu être autrement, eh bien, nous retombons dans des phases, hélas, bien connues de l'histoire, où le commerce devient, la politique commerciale devient une arme politique. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que Trump a commencé à utiliser les tarifs. Il pense certes aux questions commerciales, mais il sait parfaitement les utiliser aussi, les menaces dans le domaine tarifaire, pour obtenir des résultats dans un autre domaine, en l'occurrence les migrations. Bon, ça c'est classique sur le plan, ce type d'interférence des outils, c'est classique à l'échelle historique. Bon, mais nous allons peut-être répliquer sur le plan commercial, et je crois on s'affaire effectivement pour essayer de faire mal à tel ou tel endroit aux États-Unis, en ciblant bien les réponses. Est-ce que nous sommes capables d'utiliser des instruments politiques pour répondre à des instruments commerciaux? La réponse est non. Et la question monétaire, c'est pareil, parce que la monnaie a toujours aussi été utilisée comme une arme politique dans certaines circonstances. Donc ça veut dire qu'il faut aussi remettre à plat les institutions. Et dernière remarque en débordant un peu ta question, mais ça permet d'enfoncer un peu le clou. C'est une question que je pose. On parle de démocratie, 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 les valeurs démocratiques, etc., etc. Mais j'ai parfois quelques doutes sur l'exemplarité de l'Union européenne du point de vue démocratique. Quelle est la légitimité démocratique de Mme Ursula von der Leyen, par exemple, euh, à l'échelle de l'Europe dans son ensemble, comment est-ce qu'elle a été élue, qui représente-t-elle vraiment? Ce sont des vraies questions. Le Parlement européen, ah, si, ce sont de vraies questions. Moi, ben, non, je vois un monsieur là, qui hoche la tête, mais moi je dis ce sont de vraies questions. On peut en débattre comme de toutes les questions. Mais là, il y a un problème de légitimité démocratique. D'ailleurs, ce sera un test, parce que le jour où il y aura un rejet, s'il y a un rejet, ce sera la manifestation de la question que je pose. Les députés européens, il y a certains pays membres de l'Union européenne qui attachent à leur désignation ou à leur élection une importance un peu plus grande qu'en France, mais enfin, qui en France connaît le nom des députés européens, qui connaissaient même vraiment le nom des personnes qui se trouvaient sur les listes, comment ont-ils été désignés, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a aussi un vrai problème démocratique. Tout cela, j'ai insisté sur profiter de ta question pour poser un peu plus largement la nécessité, à mon sens, de tout remettre à plat. Oui, alors, Monsieur Lévy-Lambert, si je ne me trompe, pas vu depuis longtemps, hein, je te salue. Si on regarde les aspects économiques et démographiques, il semble que la Russie devrait s'effondrer comme s'est effondrée il y a quelques années l'Union soviétique si l'Europe et les États-Unis surtout n'abandonnent pas l'Ukraine. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui pousse Trump à vouloir comme ça sauver son ami Poutine? Tout d'abord, là aussi, ce sont des vastes questions parce qu'on ne peut pas répondre vraiment en 2 minutes, mais moi, je suis de ceux qui n'ont jamais pensé un instant que la Russie allait s'effondrer.
Et je crois une chose, je vais passer la parole à Sylvie Berman ici, parce qu'elle elle a été ambassadrice en Russie, elle connaît très bien la Russie, elle connaît très bien la Chine, elle a été également ambassadrice, elle connaît même la Grande-Bretagne, elle a été également ambassadrice, donc elle connaît bien aussi les autres pays décadents que le nôtre. Bon, donc je suis un peu méchant là, je dirais en déclin. Bon. Mais sur la question telle que tu viens de la poser, je pense que les gens qui ont fait l'hypothèse que la Russie allait se décomposer et s'effondrer se sont lourdement trompés. Ça, on revient sur le plan de l'analyse. Et il y a une autre chose, c'est que qu'il faut, je crois, jamais perdre de vue, c'est que l'Union soviétique, elle a réussi sur un point, c'est l'enseignement technique, enfin, tout ce qui n'était pas d'ordre l'enseignement politique. Mais l'Union soviétique a su développer l'enseignement, notamment technique, scientifique, etc., à un point assez remarquable. Et donc, l'Union soviétique a regorgé, et la Russie regorge d'ingénieurs de très bon niveau, etc. Et comme le système économique était catastrophique, les gens ont appris le système D. À juste titre, on s'est émerveillé des capacités des ressources d'adaptation des Ukrainiens, mais en Russie, c'est exactement pareil, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les Ukrainiens, comme les Russes, ont appris à se débrouiller malgré un système absurde sur le plan économique. D'autre part, je crois qu'on se trompe aussi lourdement dans les analyses qu'on fait un peu rapidement sur l'idée que les Russes seraient obsédés et n'auraient qu'une seule idée aujourd'hui, c'est de renverser le régime et que le régime suivant se précipiterait dans les bras des Occidentaux. Je crois qu'on répète indéfiniment la même erreur. Ce n'est pas le cas. Bon, la Russie, ce n'est pas ça. Bon. Et je rappelle, puisqu'on parlait aussi des années 1990, pour quiconque connaît un petit peu le terrain, la Russie, les Russes, ils ne demandaient. C'était un tel désastre, un tel effondrement. Moi, je voyais des professeurs d'université qui devenaient chauffeurs de taxi pour essayer de survivre. Bon, ils ne demandaient qu'une chose, c'était d'avoir un homme fort. Hein, et cet homme fort, et des noms sous les têtes du maréchal Liebed, etc., etc. Bon. Alors, je crois que en ce qui concerne Trump, il se trouve qu'on a Trump maintenant. J'entendais ce matin une interview, c'était d'ailleurs sur Radio Classique, je crois, de quelqu'un qui a écrit un livre cherchant à montrer que Trump était un agent des Russes. C'est assez amusant. Et même David Abiker, qui était comme assez impressionné par cet auteur, a quand même dit à un certain moment, mais enfin c'est quand même les Américains qui ont élu Trump. Bon, et non seulement ils ont élu Trump, mais ils l'ont élu d'une manière tellement écrasante qu'on peut peut-être se demander si les amitiés russes de, de Trump ont été suffisantes pour obtenir ce résultat. Tu vois? Alors moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention dans ce type de raisonnement. Et Trump, je crois que Trump, il ne faut pas le sous-estimer. Trump, il n'est pas un imbécile. Bon, alors il n'est pas un intellectuel, mais il n'est pas un imbécile. Bon, et il cherche, il est préoccupé d'abord, me semble-t-il, par les aspects économiques. Bon, il est totalement dépourvu enfin, les aspects idéologiques qui nous passionnent en Europe et aussi et beaucoup moins aux États-Unis, un peu quand même aux États-Unis, mais ce qui l'intéresse, c'est le développement économique et donc les aspects territoriaux qui sont liés à ça. Hein.
Mais c'est-à-dire, par exemple, le Groenland, il a pas envie de mettre la main sur le Groenland en tant que Groenland. Il a envie de mettre la main sur les ressources du Groenland. Bon, là, il a beaucoup parlé aussi des terres rares pour ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Voilà. Donc, il faut voir qu'il a une conception des intérêts qui est essentiellement basée sur ces questions économiques et les aspects territoriaux en résultent. Mais je vais m'arrêter là. Je crois que même si Trump n'avait pas été élu, tôt ou tard, les Américains auraient fini par lâcher l'Ukraine. Comme ils ont lâché comme ils ont lâché d'ailleurs, c'est systématique. Moi, je me souviens avec une discussion, même avec François Bujon de l'Étang en 2001, on s'était mis d'accord aisément pour dire, quand ils ont envahi l'Afghanistan, on a dit, bon, ben voilà, c'est une question du nombre d'années, et ils lâcheront, et ainsi de suite. Donc, on en revient au réalisme, tu vois. Donc voilà, c'est une longue réponse là aussi, mais pour une question en effet extrêmement importante. Bon, alors, Sylvie. Merci. Bon, je partage très largement vos analyses, mais je vais vous interroger aussi sur l'avenir. Sur les causalités, elles sont effectivement multiples. Et je me souviens, parce que moi, j'étais en Union soviétique pendant les années Gorbatchev, et ensuite, je suis allée à New York, et j'ai vu effectivement la frustration des Russes de ne pas être traités euh, bon, en fonction de ce que eux imaginaient encore représenter, c'est-à-dire un grand pays et une grande puissance. Je l'ai vécu avec l'ambassadeur représentant permanent aux Nations Unies. Et puis, il y a eu l'affaire du Kosovo après, qui est intolérable pour les Russes et qui nous rappelle en continu. Cela dit, il y a aussi des responsabilités russes, bien entendu. Ce que vous avez évoqué avec la thérapie de choc, ben, malheureusement, c'était l'enfer des bonnes intentions. C'est-à-dire, les Américains n'ont pas voulu, effectivement, comme l'a dit Alain, à détruire l'Union soviétique, enfin détruire la Russie. Mais dans les faits, c'est un peu ce qui sont passés parce qu'ils n'ont pas compris ce que représentait 70 ans de communisme. Pour revenir bon, au présent et puis à l'avenir, je ne sais pas si vous l'évoquez dans votre livre, mais que va-t-on faire de la Russie? Parce que l'Union européenne bon, estime que les choses sont passées du côté des pays baltes et de la Pologne. Et d'ailleurs, on a nommé un représentant pour l'Union européenne et un représentant pour la défense qui sont des Baltes. Et le but des Baltes, c'est d'établir un cordon sanitaire vis-à-vis de la Russie. Et donc, ça va être très difficile. Moi, je pense que Trump arrivera à un accord. On verra si c'est bon, un armistice dans un premier temps. S'il veut aller plus loin, avoir un accord qui soit un accord effectivement de longue durée, mais il va bien falloir établir des relations avec notre grand voisin, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Alors, on a tendance à vivre sur, alors c'est l'opposé du réalisme, sur le wishful thinking, c'est-à-dire la pensée magique, et parce qu'on n'aime pas Poutine, on pense effectivement que son régime va disparaître, que son économie va s'effondrer, parce que quand même, la Banque mondiale, l'année dernière, en 2024, l'a classée au quatrième rang des économies mondiales en parité de pouvoir d'achat, avec un taux de croissance de 4,1%. Donc il y a des difficultés, elle va le vivre dans les années qui viennent, mais elle ne va pas s'effondrer demain non plus, et son régime, je ne pense pas. Et les libéraux me disaient quand j'étais à Moscou que son successeur serait bien pire que lui. Donc on n'en sait rien, mais je ne pense pas qu'il faille tabler là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de voir comment l'Union européenne, après cet accord qui nous met complètement à l'écart, va gérer la relation avec Moscou et puis cette architecture de sécurité qui est indispensable. Oui, alors merci Sylvie. Bon, je crois on connaît bien nos idées et je me souviens aussi de nos discussions à Moscou. Bon, mais d'abord, il faut se rappeler, enfin, là je parle à notre communauté ici même, que la Russie, sur le long terme, c'est évidemment vers l'Europe que doit pencher
et que veut pencher la Russie sur le long terme. Bon. Et long terme, la hantise pour les Russes eux-mêmes, c'est évidemment, je dis bien sur le long terme, c'est la Chine. Bon, c'est la Chine pourquoi? Parce que la Sibérie est vide, en gros. Je crois que maintenant, il n'y a même pas 30 millions, il y a d'ailleurs peut-être 25 millions, je ne sais pas, d'habitants. Le moins, je sais quels sont les chiffres. Combien? Oui, en Extrême-Orient, mais si on prend à l'est de l'Oural, c'est plus proche de entre 20 et 30 millions. Mais vous voyez, l'est de l'Oural, ça fait 10 millions de kilomètres carrés. Hein, 10 millions de kilomètres carrés, alors que la Chine, 9 millions de kilomètres carrés. Vous voyez, c'est-à-dire que l'est de l'Oural, c'est plus grand territorialement que la Chine. Et la Chine, même si la Chine a la démographie qui chute, comme on sait, qui est destinée à chuter, mais même si la Chine se retrouve dans quelques dizaines d'années avec seulement 6 ou 700 millions d'habitants, s'il y a de l'autre côté, il ne reste plus que 10 millions d'habitants sur un territoire équivalent, vous voyez, et d'ailleurs, historiquement, là aussi, même les archéologues, je me souviens, les archéologues voient que la présence chinoise était dominante il y a 1000 ou 2000 ans, si vous voulez, ou plus. Les travaux ont été faits là-dessus. Bon, je me souviens, c'est dommage que de ce point de vue-là qu'Alain Frachon ait disparu, il y avait un illustre directeur du Monde à l'époque, donc à peu près à l'époque des débuts de l'IFRI, dans les années 80, qui s'appelait André Fontaine. Bon, certains d'entre vous se souviennent d'André Fontaine, et il avait... Comment? Ah oui, exactement. Un seul livre de rêve, et puis il a écrit beaucoup de livres très intéressants. Et il avait accepté d'ailleurs d'être membre, à ma demande, d'être membre du conseil d'administration de l'IFRI. On avait de très bons rapports. Et j'ai été très frappé. Moi, j'étais beaucoup plus, j'étais jeune, enfin encore, on peut le dire. Et il faut imaginer, dans les années, c'était même avant, dans les années 70, quand je dirigeais le centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, il avait dit un jour, la Russie entrera dans l'OTAN, c'est l'idée qui se faisait de l'avenir de l'OTAN, par rapport pour contenir la menace chinoise. Bon, écrire ça dans les années 70, c'était quand même assez culotté. Hein. C'était assez culotté. Bon, les choses évolueront sûrement d'une manière différente, mais si on reconnaît bien que l'essentiel de la population russe, enfin de la Russie, de l'État, de la Fédération de Russie, se trouve à l'ouest de l'Oural, la Russie est un pays européen. Bon, je me souviens aussi de Jean-Marie Soutou, le père de Georges-Henri, qui, dans mon très jeune temps, m'avait raconté le premier voyage qu'il avait fait par comment ça s'appelle, le train le transsibérien, et qui, venant de la Chine, avait dit, en approchant de Moscou, on avait l'impression d'arriver en Europe. Bon. C'est-à-dire que c'est de l'intérêt des voyages, d'ailleurs, pour ce genre de choses. Voilà. Alors, donc je crois que la Russie est un pays européen et que ça va se raccommoder lentement, hein, évidemment très lentement. Ça peut prendre 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Et je pense que certains pays de l'Est, de l'Europe, de l'Est, de l'Union européenne, seront les premiers à se rediriger vers la Russie. J'ai mentionné tout à l'heure l'Allemagne. L'Allemagne a une tradition de rapport avec la Russie sur le plan économique qui est effectivement qui est très, très profonde. Mais je pense aussi à un pays comme la Hongrie et d'autres seront tentés de rétablir des relations avec la Russie. Je pense que la France, là je ne raisonnerai pas, Sylvie, en termes d'Union européenne. Hein. Je ne crois pas qu'il existe une politique étrangère de l'Union européenne. Et je pense que dans les années
très difficiles qui sont devant nous, la réalité des divergences d'intérêts nationaux apparaîtra de plus en plus visiblement. Alors, la France aura effectivement un choix à faire. Bon, il se trouve que la France, là encore, je ne critique pas, j'ai une opinion là-dessus, mais c'est peu importe. Mais je n'aurais pas pratiqué, moi, là, cette politique-là. Mais la France a décidé de s'aligner sur la rhétorique au sens de Ricoeur, si vous voulez, sur le récit au sens de Ricoeur, qui a été celui des pays, la Pologne, les pays baltes particulièrement, à propos de l'Ukraine. Et ça va de très loin. On aurait pu probablement avoir une politique plus nuancée que celle que nous avons suivie. Toujours est-il que nous l'avons fait ce choix. Bon. Et je pense qu'on est parti pour le faire encore pendant un certain temps. Est-ce que dans quelques années, la France elle-même cherchera à se rapprocher de la Russie après le cessez-le-feu ou quand des situations s'il y a des discussions, négociations pour ce que j'ai appelé constamment l'architecture de sécurité en Europe, ça dépendra des dirigeants et de l'état des opinions publiques en France à ce moment-là. Hein. Mais je pense que c'est dans la nature des choses, parce que c'est là que la géopolitique au sens le plus originaire du terme, c'est-à-dire les rapports entre la géographie et l'histoire, finissent par s'imposer dans ce genre de situation. Mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps et les Russes, je crois, sont tout à fait conscients de ça. Hein. Le minimum de temps, le minimum de temps, c'est 10 ans, à partir de maintenant. Le minimum de temps. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je parle de Seconde Guerre froide, d'ailleurs. Allez, oui, monsieur d'abord, oui, pardon, au deuxième rang. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé d'espérance. Vous savez qu'il y a une phrase, c'était Guillaume le Taciturne. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et sur cette question-là, un auteur indien, Pankaj Misra, avait écrit un livre qui s'appelait L'âge de la colère. Et il faisait allusion au fait qu'il y avait un énorme ressentiment dans l'ensemble du monde non occidental vis-à-vis de l'Occident, un ressentiment contre cette promesse que vous avez évoquée de démocratie, de liberté, d'économie. Et ce ressentiment, il est surtout présent dans une zone qu'on n'a pas évoquée ce soir. Peut-être que ce n'était pas l'objet de votre livre, peut-être que c'est dans le tome 2, l'Indo-Pacifique. C'est une région où il y a 2 tiers de la population mondiale, d'accord, et dans laquelle vous avez, si vous partez d'Israël, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, même la France, qui ont tous l'arme nucléaire. Est-ce que c'est dans cette région qu'il ne faut pas s'inquiéter de voir un affrontement plutôt qu'en Europe? Alors, si, bien sûr. Enfin, sur le livre, le livre, comme son nom l'indique, enfin, le livre, c'est l'histoire des 45 dernières années en projetant et pour essayer de mieux comprendre les problèmes qui se présentent à nous devant. Et naturellement, je parle beaucoup de la Chine, etc., mais j'en ai pas parlé. Il se trouve que Alain Frachon n'a pas mis le terrain là-dessus, mais évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Sauf sur un point. J'ai d'ailleurs écrit un autre livre qui était un recueil en fait de textes il y a quelques années qui est le contraire de Guillaume d'Orange, il est nécessaire d'espérer pour entreprendre, mais il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. Mais il est nécessaire d'espérer pour entreprendre, oui. Et je peux vous dire que tous les entrepreneurs de toute nature n'entreprennent que s'ils espèrent. À mon modeste niveau, quand j'ai créé l'IFRI, j'ai espéré, alors que la plupart, beaucoup de mes amis me disaient qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, ça ne marchera jamais. Hein, donc, il est nécessaire d'espérer pour entreprendre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, et effectivement, plus j'avance en âge et j'espère en sagesse,
plus je me rends compte, comme je l'ai dit tout à l'heure en citant Bernanos, de l'énorme effort sur l'âme que représente le fait d'espérer. Mais il faut espérer. Et donc, en ce sens-là, j'espère que nous arriverons à garder l'essentiel, l'essence du projet européen, parce que je crois que nous sommes tous d'accord, si le projet européen s'effondre, c'est un drame non seulement pour les Européens, mais je crois aussi pour le reste du monde. Maintenant, je crois que nous sommes, hélas, obligés d'arrêter parce qu'il y a aussi une visio et là, les règles sont assez strictes. Et il me reste à dire à refaire ma pub sans attendre le tome 2, comme vous dites. Et celles et ceux qui sont intéressés à avoir ma signature, eh bien, c'est le moment.